This is Houston. Say again, please. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Houston, we have a problem. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. I think it's nice that we share the same sky. You are gonna miss that plane. C'est de toute beauté. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Nascosta sotto il bla 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 bla. Je suis juste fou d'amour, c'est complètement con. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Oh, hi, Mark. J'ai le temps. Je t'en prie. Dévore. It's a conspiracy, man! Hasta la vista, baby. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Pirchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. À l'instar des films qui ne sont rien sans leurs spectateurs, nous ne sommes rien sans nos auditeurs, alors merci à vous qui vous êtes déplacés pour cette 3e édition en public de La Perche en direct de la salle numéro 1, l'Entrepôt, et merci à vous qui nous écoutez en replay depuis chez vous. L'enregistrement de cet épisode sera suivi de la projection de Rosetta des Frères Dardenne, Palme d'Or à Cannes en 99 et premier rôle d'Émilie Dequesne, malheureusement disparu récemment. Nous consacrerons un focus hommage à sa filmographie aussi diverse, multiple que les facettes de son talent. Au programme aujourd'hui du voyage, de l'aventure, du dépaysement, avec Mikado, le nouveau film de Baya Kasmi, on suivra les traces d'une famille qui vit sur les routes jusqu'à ce qu'une panne moteur les oblige à se sédentariser quelque temps. Dans son documentaire Ce n'est qu'un au revoir, Guillaume Braque s'intéresse à une autre famille, celle composée par les lycéennes et lycéens d'un internat. Ils capturent leur tourment d'adolescents à la veille du plus grand des départs. Après le bac, ils quitteront leur cocon pour partir chacun dans leur direction. Un autre documentaire signé Dominique Cabrera nous propose de voyager à travers une image. Ça s'appelle Le 5e plan de la jetée. La jetée comme le court-métrage culte de Chris Marker qu'il revisite par le prisme de l'intime. Enfin, nous poserons nos valises au White Lotus en Thaïlande où vient de s'achever la 3e saison de la série de Mike White. C'est l'heure des bilans, de se demander si nos avis ont évolué depuis les premiers épisodes. Et si Mike White n'a pas encore ouvert d'hôtel au Maroc, Rita nous y emmènera faire un tour pour nous parler en carte blanche du cinéma à Casablanca. Silence moteur, La Perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonsoir à vous tous. Une fois n'est pas coutume, je vais de nouveau vous présenter un petit peu en disant au-delà de vos prénoms, puisqu'il y a des gens dans la salle qui ne vous connaissent pas. Rita, tu travailles dans la production et tu es derrière le compte 6 The Movie. Alban, tu es docteur en cinéma. Bonsoir Alban. Manon, tu es journaliste cinéma. Yuri, tu es scénariste et compositeur de musique de film. Valentin, tu es journaliste indépendant. Imen, tu es scénariste et réalisatrice. Émile, que je vois là-bas, et multicasquette, professeur en cinéma notamment. Et Laurent, tu es le sugar daddy de l'émission La Perche. Je suis retraité. Tu es retraité aussi, effectivement. En cinéma. Il n'y a pas d'âge pour être retraité en cinéma. Il n'y a pas d'âge pour être retraité. Donc merci à vous d'être ici. On va commencer par le box-office de la semaine, Yuri. Là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre? Et quels sont les films qui performent cette semaine ? Eh bien, très très malheureusement, je suis au regret de vous annoncer une terrible nouvelle. Minecraft, le film, fait presque 800 000 entrées sur sa première semaine. J'aimerais un peu m'attarder sur ce phénomène, puisqu'on a vu arriver aux États-Unis un engouement autour de ce film qui est complètement démesuré et délirant, où les gens font visiblement n'importe quoi pendant les séances de cinéma. Et des trucs, et le film a dépassé. Non seulement, il n'a pas fait x2 sur les prédictions, il a fait à peu près x3, c'est-à-dire que les studios prévoyaient qu'il fasse 50 millions de dollars sur son premier week-end, ce qui était déjà un énorme score. Il a fini par faire plus de 160 millions de dollars sur son premier week-end, ce qui fait qu'il est déjà rentré dans ses frais. Voilà, Laurent, On en a dit beaucoup de mal la semaine dernière. Je suis heureux d'avoir insisté pour qu'il soit au programme la semaine dernière, parce que manifestement c'est une sortie événement. Ça me surprend pas parce que la licence est énorme en fait. Je pense qu'on a du mal à comprendre à quel point la licence Minecraft est gigantesque et à quel point c'est un truc qui est important auprès d'une génération qui va pas forcément beaucoup au cinéma parce que ça coûte cher. Sachant que 40% du public de cette première semaine a moins de 15 ans, donc n'était pas né au moment de la création de Minecraft.
Ouais, mais c'est pas grave, ça cartonne encore aujourd'hui. C'est-à-dire que et donc moi ça me surprend pas. Après, honnêtement, je trouve le film extrêmement mauvais, donc c'est compliqué de recommander aux gens d'aller voir ce truc. Mais c'est ça. Enfin, il y a des histoires de hype. C'est pas parce qu'un film est bon qu'il marche, c'est pas parce qu'un film est bon qu'il marche pas. Donc parfois il y a des règles. Parfois c'est comme ça. Il y a des trucs, des films mauvais qui parce qu'ils sont là au bon moment et qui proposent la bonne chose, ils marchent quand même. Voilà. Et puis dans l'absolu, je pense que c'est marrant quand on a 15 ans de venir foutre la merde dans un cinéma. Voilà. Déjà il y a ce facteur-là, et je pense que c'est pour la plupart, justement, tu parles de ces gens qui ont moins de 15 ans, il y en a qui, depuis qu'ils sont nés et allés au cinéma pour la première fois, n'ont pas eu d'événement pour eux de fun, parce que même les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, ils n'ont pas forcément vécu en 2018 Avengers Infinity War, qui était un peu le même truc où les gens réagissaient à certains marqueurs et même filmaient parfois les réactions au cinéma. C'est pas forcément cool pour les autres gens qui vont voir le film, enfin en l'occurrence Minecraft, je pense pas qu'il y ait grand monde qui y soit allé pour la cinématographie. Par contre, le point positif de cette histoire, c'est que je pense que ça crée une habitude d'aller au cinéma pour le côté fun et rendre l'expérience intéressante pour les moins de 15 ans, qui ensuite peut se pérenniser avec d'autres films et peut-être pas en jetant du popcorn. J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de vomi dans les allées aussi. Non, par rapport. Non, ça dans n'importe quel film d'horreur, il y a des merdes comme ça, mais je veux dire, à l'écran, il y a une histoire de cow-boy. J'ai jamais joué à Minecraft, donc je comprends pas exactement, mais. Il y a une histoire d'enfant zombie qui se balade sur un poulet. Voilà, et du coup. Et je crois que c'est ça qui fait que les gens réagissent beaucoup. Non, mais en fait, dit comme ça a l'air bien comme film, en fait, non. Le reste du box-office est-il plus calme? Oui, puis il y a toujours Ma mère Dieu et Sylvie Vartan qui arrive en deuxième position, qui est un peu le succès surprise de ce début d'année. Ensuite, suivi par Blanche-Neige, Les Condés et Les Baudins partent en vrille, un programme extrêmement éclectique. On vous invite quand même peut-être à aller au cinéma, peut-être pour voir Fanon, qui est le biopic sur Frantz Fanon, qui est assez peu distribué, qui ne fait que 34 000 entrées sur sa première semaine. De par le sujet, c'est un film intéressant à regarder, on en traitera sûrement la semaine prochaine. Également, le film dont on a parlé la semaine dernière, qui était le coup de cœur de Imen et de Rita, Deux sœurs, qui fait malheureusement que 25 000 entrées. Là aussi, il est assez peu distribué. C'est un tout petit film. De Mike. Avec une affiche hideuse. Oui. On dirait une affiche d'une comédie française. Et vu qu'elle s'appelle Marianne Jean-Baptiste, le film s'appelle Deux sœurs et il y a une police jaune dessus, ça n'a aucun sens. Dans tous les cas, allez voir ce drame intime de Mike Leigh, puisque Mike Leigh est un cinéaste qu'on aime bien et c'est un film qui vous a visiblement convaincu. Et alors en news ce soir, Laurent, je crois que tu t'es trompé d'émission, est-ce que tu voulais nous parler de François Hollande? Non, il a toute sa place. Alors les gens qui découvrent l'émission ce soir, je pense qu'ils phasent un peu quand même. Ils phasent un peu et ça va continuer. En fait, c'est vraiment une news un peu spéciale parce que hier soir, à Sciences Po Paris, le Ciné-Club de Sciences Po a organisé une projection débat avec Jean-Paul Rouve et François Hollande sur Les Tuches 3, où il devient président de la République. Voilà. En fait, j'ai pas grand-chose à ajouter parce qu'en fait, c'est déjà passé, donc vous pouvez même pas essayer d'aller le voir. Ça ne sert à rien. Mais tu voulais l'évoquer. Je voulais l'évoquer. Je suis heureux, en tout cas, qu'il y ait des gens, mettre dans la tête des gens qu'il y a eu une projection débat Les Tuches 3 avec Monsieur le Président François Hollande et Jean-Paul Rouve. Je rappelle qu'on peut proposer aux gens aussi d'écouter notre focus sur les comédies françaises que nous avons fait il y a quelques semaines. Il n'y avait ni François Hollande, ni le roi Charles III, parce qu'on parlait des Tuches 5, je crois, qui se passe en Angleterre, où le roi Charles III est joué par Bernard Ménez. Malheureusement, nous n'avons pas tout ça, mais nous avons plein d'autres choses qui sauront, j'espère, vous intéresser, autant que les étudiants de Sciences Po ont dû l'être lors de cette projection qui devait être quand même assez exceptionnelle. Moi, j'ai adoré le fait que François Hollande ait précisé qu'il était là pour apporter son éclairage sur la manière dont est représenté effectivement le président. Bien sûr, mais moi aussi, il est doué. Et apporter des éléments de réalisme. C'est genre, je veux dire, tu pédales dans la semoule, puis d'un coup, tac, il récupère le truc. C'est vraiment un bon politique, il est bon. Il n'a pas été devenu président pour rien. Écoute, bravo à lui. Le premier film dont on parle ce soir, c'est Mikado de Baya Kasmi. On écoute la bande-annonce. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'aide ou... Non, oui, fille. Elle est morte, votre batterie. Oh non, putain de merde. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. C'est notre maison, ce camion. Mikado et Laetitia vivent avec leurs enfants sur les routes. Une panne de moteur les amène à s'installer le temps d'un été chez Vincent, un enseignant qui vit seul avec sa fille. C'est le début d'une parenthèse enchantée qui pourrait aussi bouleverser l'équilibre de toute la famille. Imen, tu avais vu le précédent film de Baya Kasmi? Moi, j'avais vu Youssef Salem a du succès que j'avais trouvé hyper beau, en fait, qui m'avait étonnée parce que je connaissais pas son cinéma et que j'avais trouvé juste un endroit et très drôle. Et donc j'avais des attentes vis-à-vis de ce film qui un peu promettait une sorte de Captain Fantastique à la française sur des parents qui ont un peu caché leurs enfants, les ont pas emmenés à l'école par choix. C'est un film que je trouve
compliqué à plein d'égards, mais qui, moi, m'a eu. Je vais commencer sur pourquoi est-ce que je trouve ça compliqué. C'est que c'est un film, je pense, qui se fait pas confiance à un endroit et qui fait passer tout par les dialogues et qui fait qu'en fait, les acteurs qu'on connaît, enfin, tu l'as pas dit, c'est Vima Lapon, c'est Félix Moati, c'est Roche Dizem, sont... Ramzi Bedia. Pardon, Ramzi. Pas du tout Roche Dizem. Ramzi qui, du coup, joue l'enseignant qui les accueille, et le couple est composé par Félix Moati et Vima Lapon. Ouais, donc c'est des acteurs qu'on aime bien voir, qu'on a l'habitude de voir, mais en fait, il y a un truc où les dialogues sont tellement explicatifs et tellement écrits que ces acteurs qui d'habitude sont très justes, pour moi, sont dans la panade un très long moment en fait dans le film parce que c'est dramatique. Et donc on sent qu'en fait la réalisatrice a voulu tendre vers ce pan-là quasiment plus social, quasiment plus dramatique, et donc qui se fait par un truc très explicatif, très surjoué par moments, et qui moi m'a mise complètement en dehors un bon moment du film. Mais en fait ça m'a attrapée à une seule séquence, qui est une séquence où les 3 protagonistes dansent sur Minor Swing de Django Reinhardt, et où là je sais pas, il y a quelque chose où enfin en fait les personnages se taisent et juste vivent pleinement les émotions par le corps, et où d'un coup pour moi ça fonctionne, et ça fait que jusqu'à la fin j'étais tendue avec ça, et j'ai trouvé que c'était finalement assez intéressant, et qu'il y avait moi une justesse, je trouve, scénaristique, qui est la dramatisation du personnage de Mikado, donc qui prête le nom à ce film, qui est ce personnage qui est un peu une bombe à retardement. Et je trouve ça hyper intéressant de voir des films où en fait l'enjeu dramatique le plus gros, c'est finalement, c'est pas est-ce que la police va les retrouver, on s'en fiche un peu. C'est à partir de quel moment est-ce que ce personnage vraiment va péter un câble, va se briser, parce qu'on sent, enfin je trouve qu'ils ont réussi vraiment à tisser tout le passif de ce personnage, et qui moi m'a intéressée. Après, le film est un peu bancal en fait, parce qu'on sent qu'il y a des envies de naturalisme dans certaines séquences, dans la manière dont c'est écrit, dans l'envie aussi un peu d'humour, de simplicité, mais qui marche pas tout à fait. Donc je trouve que c'est un film qui est un peu dans un entre-deux assez étrange, mais que mine de rien j'ai trouvé assez réjouissant et assez beau par moments, et qui m'a quand même attrapée, parce que les acteurs parfois sont bons, et surtout moi j'ai été très étonnée par Saul Benchetritz qui joue la fille de Ramzi, et que j'ai trouvé assez exceptionnelle là-dedans, et que j'ai vraiment aimé découvrir. Et que si je dis pas de bêtises, c'était la gamine dans La Nuée de Juste Philippot. Ouais, tout à fait, qui était assez compliquée, qui était catastrophique dans La Nuée de Juste Philippot, mais qui un donc peu le cas. Ok. Bon, désolée pour elle. Manon, toi, cette scène de danse et la justesse des personnages, ça t'a pas suffi devant ce Mikado? Non, puis moi j'ai trouvé que cette scène de danse était assez symptomatique de tout ce qui va pas justement dans le film plutôt. Et les acteurs, alors que c'est quand même plutôt des bons acteurs. Enfin, là, je trouve que même Vima Lapon, elle arrive à être mauvaise dans ce film. Je pense qu'ils sont très très mal dirigés. J'avais adoré Youssef Salem du succès aussi, donc j'y allais avec quand même plutôt de l'entrain. Mais j'ai trouvé que c'était un film vraiment presque bête, quoi. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui m'ont... Le mot est posé. Qui m'ont dérangé, vraiment. Les gens, ils ont bien fait de venir ce soir. Hein, je vais expliquer pourquoi. Mais alors déjà, je trouve que... Moi, je ne crois pas une seule seconde à cette famille. Ils ont une espèce de fantaisie... Mais je trouve que tout fait fabriquer, quoi. On appelle notre fille nuage, machin. Enfin, je sais pas. Je trouve que tout sonne un peu faux. Et je crois non plus à aucune scène finalement. Enfin, je trouve qu'il y a plein de scènes qui arrivent, c'est comme des cheveux sur la soupe, et notamment scène 7 où ils dansent ensemble. Les 2 personnages masculins se balancent un peu des horreurs, et puis il y en a un qui va dire un petit truc qui va émouvoir l'autre, et puis après, la seconde d'après, ils sont en train de boire du whisky et à danser sur du jazz. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a... c'est un peu épileptique comme ça, et moi, ça m'a pas du tout... Enfin, j'ai vraiment été pas touchée une seule seconde par l'histoire de cette famille, qui est quand même assez dramatique, parce qu'en fait, c'est des enfants... Enfin, le couple Vima Lapon, Félix Moati sont des ex-enfants de la DAS. Et donc, ils ont tous traumatisme. Mais je trouve qu'il y a plein de choses qui ne s'expliquent pas au scénario. Déjà, pourquoi ? Parce que tu as été un enfant de la DAS, tu ne déclares pas tes enfants, parce que tout le scénario repose sur le fait que ces enfants n'ont jamais été déclarés à l'état civil, ils n'ont pas été scolarisés. Mais je ne comprends pas le lien, en fait. Enfin, on comprend un peu, j'ai l'impression que s'ils ne les déclarent pas, c'est justement, s'ils ne sont pas déclarés, s'ils n'existent pas, ils ne peuvent pas être pris. Enfin, tu vois, il y a un truc où ils existent nulle part, et donc l'ASE n'a pas de prise sur leurs enfants. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'ils essaient. Alors que c'est courir un risque absolu de se faire retirer la garde si c'est découvert. Je trouve qu'il y a des raccourcis qui sont quand même faits aussi. Le personnage de Félix Moati, Mikado, genre ne sait pas lire et ne sait pas écrire. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc hyper cliché, quoi. Enfin, je sais pas, représenter les enfants qui sont passés par la DAS comme ça, je trouve ça un peu moyen. Et surtout, moi, j'ai un problème avec la morale du film. C'est-à-dire que c'est une famille qui cherche un peu la liberté à tout prix. Le film se veut quand même un peu une ode à la liberté. Et à la fin, il finit quand même en tôle 6 mois pour un truc bête d'appel douteux. Et enfin, d'appel où il a harcelé son ancienne famille d'accueil au téléphone. Il prend quand même 6 mois ferme. Et
on comprend, enfin il l'explique lui-même qu'en fait ça a été un peu sa rédemption et que grâce à la prison il s'est apaisé et que en fait il en ressort grandi et tout. Et je trouve qu'il y a un truc hyper contradictoire dans tout le film comme ça, que voilà, j'ai trouvé un peu bête. Mais c'est vrai qu'il y a un peu une envie de cette espèce de rappel à la norme qui à la base était matérialisée par le personnage de Nuage. En fait, si toute l'histoire, et moi c'est à partir de là que ça m'a quand même un peu intéressée, vacille, c'est qu'il y a cette gamine qui se rend compte qu'en fait la liberté c'est marrant mais que c'est pas son choix. Parce que justement elle voit ce personnage de Vincent et de sa fille qui a le même âge qu'elle et qui a cette envie justement de retourner vers cette norme, d'être scolarisée, de lire des livres, d'avoir une vie en fait d'enfant normal. Ça je trouve ça intéressant. En effet, le film se perd à la fin parce que c'est un rappel à la norme généralisée et qui n'est plus du tout du seul fait de cette gamine qui en fait a envie de tendre vers ça. Mais en fait c'est toute la famille. Et en effet je me suis un peu posé la question aussi de qu'est-ce qu'on nous dit moralement ? Est-ce que du coup il faut rentrer dans cette norme-là pour vivre et pour être heureux ? C'est assez ambigu. Et à la fois je trouve qu'il y a des moments aussi dans cette liberté-là, dans ce monde qu'ils ont réussi à créer, de cette espèce d'utopie qui est intéressante aussi par endroits. Et alors là en parlant comme ça me rappelle quand même énormément le film de Felicita de Robert Merle, qui a quand même, j'ai l'impression, énormément de points communs, qui est plus abouti, qu'on conseille peut-être plus que ce Mikado. Moi, j'ai pas adoré Felicita, mais je trouve qu'il y avait quelque chose d'un peu plus vrai, d'un peu plus sincère quand même de cette famille qui fonctionnait mieux. Tu croyais plus à leur mode de vie, à leur fantaisie, que voilà, là où vraiment moi j'y crois pas. Je conseillerais plutôt, si on veut voir ce genre de famille un peu en marge comme ça de la société, je conseillerais plutôt Felicita. Bon, eh bien, oui. Moi, je recommanderais Running on Empty de Sidney Lumet. Et ben, ils comparent tous le film à Bout de course, justement. Et je suis mais ça va pas du tout. C'est pas rendre service de mettre des attentes comme ça. Mais il y a plusieurs critiques. La critique du Monde, ils disent que ça ressemble à Bout de course et tout. Et vraiment, en fait, c'est juste que c'est un peu, j'imagine que c'est un peu une manière de comparer à ce qui est un pitch comparable. Parce qu'en effet, à Bout de course, c'est le même point de départ. Après, en effet, les films n'ont l'air d'avoir rien à voir. Bon, on vous encourage pas vraiment à aller découvrir ce Mikado, sauf si vous êtes amateur de jazz et que vous avez envie de voir les comédiens danser dessus et que peut-être ça peut vous émouvoir comme Imen. On enchaîne tout de suite avec un documentaire de Guillaume Braque, bande-annonce. Vous êtes ici lycéen, c'est pour aller au cours du lycée. Donc, bien entendu, on applique les règles de l'internat. Les garçons chez les garçons, les filles chez les filles. Les amitiés de lycée peuvent-elles durer toute une vie ? C'est la question que se pose Guillaume Braque à travers ce documentaire. Ce n'est qu'un au revoir qui fait suite à un court-métrage qu'il avait réalisé un peu autour du même sujet qui s'appelait Un pincement au cœur. Un pincement au cœur se passait à Hénin-Beaumont cette fois-ci. Ce n'est qu'un au revoir se passe dans la Drôme et s'intéresse à l'histoire d'adolescents juste avant leur bac. Manon, tu as découvert à la fois le court-métrage et le long-métrage. Et il me semble que le long-métrage que tu avais vu à Cannes... Ouais, moi j'avais d'abord découvert le long métrage seul et ensuite je suis retournée le voir au cinéma et donc il est accompagné de ce court métrage qui donne une toute autre résonance en fait au film. C'est assez intéressant. On en parlait parce qu'on a interviewé Guillaume Braque, je le mets là avec. Oui, donc on fait un petit moment d'auto-promo. On a fait une interview de Guillaume Braque qui est disponible sur toutes les plateformes et que vous pouvez donc écouter. Et je lui disais justement que moi, en revoyant son long métrage accolé au court métrage, ça donne une toute autre dimension en fait au long métrage, parce que le long métrage qui suit ces lycéens de la Drôme, je les avais pas du tout vus la première fois comme finalement des adolescents assez privilégiés, en tout cas en termes d'environnement dans lequel ils grandissent, de capital culturel, etc. Et en fait, quand tu compares à l'amitié de ces deux lycéennes, enfin elles sont un tout petit peu plus jeunes, elles ont 15 ans, à Hénin-Beaumont, qui ont vraiment ce truc d'enfermement et elles sont très elles ont un truc très déjà alors qu'elles sont toutes jeunes, mais je trouve très dur et très résigné, qui fait vraiment mal au cœur. Et du coup voilà, ça donne une toute autre résonance, je trouve, au long métrage. Mais moi même seule, j'ai adoré ce documentaire, je pense, parce que ça a énormément résonné en moi, parce que alors je n'ai pas grandi dans la Drôme, mais j'ai grandi en Auvergne, et du coup ce genre de lycée public plein de babacools, moi c'est un peu mon adolescence, c'est un peu aussi mes amis. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment énormément émue. Et je trouve que les amitiés du lycée, elles sont tellement importantes et fondatrices que filmer cette fin, en fait, je trouve ça tellement intéressant. Enfin, je trouve que ça soulève tellement de questions et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à documenter. Après, j'entends que ça puisse, pour certaines personnes, être peut-être pas assez universel, parce que c'est vrai que c'est des gros babacools qui ont été à Sainte-Soline et tout. Enfin, il y a vraiment... C'est un petit microcosme quand même, qui a peut-être un côté pas assez universel et un peu excluant. Je sais que certains étaient un peu, des fois, agacés. Moi, c'est plus que j'ai été plus émue par le court-métrage, qu'effectivement, j'ai l'impression à une portée beaucoup plus universelle sur, effectivement, juste une fin d'amitié, que par, effectivement, ce qui se passe dans le long-métrage, mais qui a plein de qualités par ailleurs, et les portraits sont très intéressants.
Ouais, moi c'est vraiment une amitié, enfin une vision de l'amitié qui m'a énormément touchée. Je les trouve super tendres entre eux et en tout cas dans le long métrage. Très bienveillant. Et très bienveillant et en même temps ils ont tous quand même des parcours de vie. Enfin je pense qu'en allant documenter ça, ils s'attendaient pas à avoir ces parcours de vie qui certains sont quand même assez durs aussi. Ah oui, c'est ouais. Et ouais, moi cette vision de l'amitié m'a beaucoup touchée et surtout mise en regard avec ces deux jeunes filles qui elles du coup il y en a une qui va absolument pas s'attacher et puis ça brise complètement le cœur de son amie parce qu'elle fait que déménager. Et non, moi j'ai pleuré les 2 fois que j'ai vu ces films, j'ai vraiment adoré. Alban, tu aimes beaucoup Guillaume Braque, dont tu avais particulièrement apprécié l'abordage. Ouais, j'avais mis top 1 2020. Après, c'était une année Covid, mais oui, c'était l'année 2020. Mais c'était quand même un top 1. Ce n'est qu'un au revoir. Est-ce que ça t'a autant convaincu, ému ? Non, enfin, moi, j'aime toujours ce qu'il fait. Donc, en fait, Ce n'est qu'un au revoir et le court-métrage Un pincement au cœur après, je peux pas dire que ça m'a déplu. Simplement, j'ai mis des grosses réserves sur le Ce n'est qu'un au revoir, donc le moyen-métrage, on va dire, de Guillaume Braque. Sur 1 heure à peu près. Qui dure 1 heure, ouais. Et pour la première raison, c'est que peu importe en fait si je m'identifie pas à cette adolescence-là, à 10, etc. Je trouve qu'en fait ça esquive quand même pas mal de sujets qui à cet âge-là normalement sont au centre de l'attention, c'est-à-dire que ça exclut toute forme de relation amoureuse, de relation sexuelle. Il y a aucune tension entre les personnages. Il y a une relation amoureuse. Mais esquissée. Esquissée à la fin par deux pas deux personnages, mais un couple qui se tient la main. Enfin, je trouve que, à mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça, la manière dont ils évoluent à travers cet internat dans lequel les garçons et les filles sont séparés, etc. Et je trouve que c'est dommage d'évincer ça du récit. Ensuite, je trouve que là où le film tire sa force, c'est justement de le mettre en miroir avec le pincement au cœur. Parce que je trouve que dans le pincement au cœur, il dit plus de choses sur ces jeunes-là, sur leur trajectoire de vie, sur la manière dont ils vont évoluer socialement aussi, que ce qu'il fait dans Ce n'est qu'un au revoir. Par exemple, bien sûr, il parle d'une relation potentiellement amoureuse à venir dans Un pincement au cœur, mais il parle aussi de la difficulté d'être au monde de l'héroïne, de la jeune qui est en proie avec des névroses vraiment abyssales pour son âge. Parce que justement, elle ne fait que déménager et que donc elle n'a aucun ami voilà, dans la durée. Elle n'en veut aucun du coup. Exactement. Le titre du film Un pincement au cœur, c'est qu'elle se dit qu'elle préfère être chirurgienne pour être loin de ses patients plutôt qu'être médecin et devoir s'attacher aux gens parce qu'elle ne veut pas s'attacher aux gens. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose d'assez profond et d'assez dur dans ce court-métrage qu'il n'y a pas du tout en fait dans le premier film, ou même parfois j'ai l'impression lorsque après il donne la parole forcément à des lycéens, donc je ne veux pas du tout dire que les lycéens sont bêtes, mais le truc c'est que quand il parle de non mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est quand ça parle de prise de position politique, d'engagement, de militantisme, en fait est-ce que j'ai envie d'entendre ça, est-ce que j'ai envie d'entendre 4 deux filles, 2 garçons au CDI et dire qu'il faut aller à Sainte-Soline, je sais pas, tu vois, j'ai pas forcément envie de voir ça. Mais après Guillaume Braque arrive toujours à faire des choses intéressantes, notamment avec sa caméra, notamment les portraits qui fait en plan fixe, que ça soit dans l'internat ou dans la nature, etc. Je trouve ça toujours très très beau et il arrive toujours à me saisir sur des trajectoires sur lesquelles sur le papier en fait j'adhère pas du tout. Et on peut préciser effectivement que dans Ce n'est qu'un au revoir, on a donc une collection de portraits qui sont commentés en voix off par les personnages. Ouais. Et dans Un pincement au cœur, c'est seulement effectivement les discussions entre ces 2 adolescentes. Valentin, est-ce que toi ça t'a plu ? Est-ce que ça t'a intéressé Ce n'est qu'un au revoir ? Je pense un peu comme Alban, c'est-à-dire que moi je suis un peu un fan aussi de Guillaume Braque et j'admire sa capacité à écrire des personnages toujours très nuancés, à aller chercher des situations qui sont vraiment compliquées. À l'abordage, c'était un peu un chef-d'œuvre d'équilibre et de douceur et en même temps d'amertume en permanence. J'avais aussi beaucoup aimé, et c'est peut-être le film que je recommanderais à la place de celui-là, Un monde sans femme, qui est peut-être un des meilleurs rôles de Vincent Macaigne à l'époque, et qui était un film pareil sur un truc très très dur d'un mec qui en fait était d'une solitude extrême, et qui était un film vraiment d'une sensibilité assez folle. Avec Danny Briand, je tiens à le préciser. Tu fais bien. Et non, là, je trouve qu'en fait, il a fait un parti pris qui est intéressant, que je me suis pas expliqué en fait pendant la séance et que j'ai compris un peu après, un truc très minimaliste. En fait, c'est une commande en fait le moyen métrage. Donc en fait, c'est effectivement, je pense qu'il est pas parti avec un projet éditorial extrêmement avancé. Et je trouve qu'il est un peu bloqué par la simplicité de ce qu'il a envie de raconter. Donc parfois, ça marche parce qu'effectivement, il y a des plans qui fonctionnent, il y a des séquences où il arrive à capter une grâce chez ces jeunes et leur dynamique de groupe. Je trouve qu'effectivement, il fait l'impasse sur un certain nombre de choses. Et mais il y a des choses plus embêtantes. Typiquement, par exemple, les voix off, et on en a parlé avec Iman juste avant, mais je suis d'accord sur le fait que
c'est compliqué ces voix off parce qu'on sent qu'il les a rajoutés après. Et en fait, de facto, il les a rajoutés après. C'est-à-dire qu'il a demandé à plusieurs gamins de s'expliquer sur leur parcours de vie, de rester plus en longueur. C'était pas prévu au départ. Et je trouve que ça rajoute une espèce de pathos dont il n'avait pas besoin. Ça l'éloigne du groupe et donc ça l'éloigne de ce qu'il avait un peu envie de montrer au départ. Donc je trouve ça compliqué. Et puis par ailleurs, il leur avait montré le premier court-métrage qu'il a fait, qu'il a acculé après au premier, quoi. Un pincement au cœur. Donc il leur avait montré. Donc ils étaient conscients de cet écart-là aussi sociologique. Et donc ça éclaire de manière très différente la manière dont il s'exprime. Et donc je trouve que ça a trahit un peu son projet. Et puis du coup, je trouve qu'effectivement son vrai sujet, il le trouve en rapprochant les deux films en fait. Et donc je vois en fait qu'à la fin de la séance, il y a plein d'apories en fait dans ce premier film que je trouve béante. Et en même temps dans le deuxième, il y a plein de choses que j'aurais pu aimer voir être éclairées en contraste par d'autres choses. Enfin, ça aurait été un documentaire passionnant s'il avait mélangé en fait ces deux zones et ces deux environnements. Et comme c'est pas le cas et qu'ils sont simplement juxtaposés, c'est un peu étrange. On sort en ayant vu un melting pot, mais j'ai pas été très certain de comprendre grand chose de nouveau ou de spécifique, si ce n'est encore une fois qu'il y a des choses qu'il a pas totalement creusées et peut-être par pudeur aussi, mais dans un pincement au cœur qui est le plus fort des deux, il y a effectivement des choses, des parcours de vie qui sont terrifiants. Je rejoins totalement sur le côté très abrupt de ces témoignages de deux jeunes filles qui sont déjà perdues en fait globalement. Enfin... Mais là où je trouve que ces deux documentaires sont quand même assez cohérents avec le reste de sa filmographie que j'aime aussi énormément, c'est qu'il a toujours filmé beaucoup les rencontres, beaucoup amicales, un peu amoureuses, mais c'est toujours des trucs très éphémères, quoi. C'est le temps de vacances. Dans L'île au trésor, c'est presque le temps juste d'une journée au bord à Cergy, là, au bord de la base nautique. Et du coup, il y a quelque chose, je trouve, dans son regard. Enfin, je pense que c'est vraiment un réalisateur qui est vraiment mélancolique, quoi. Il y a vraiment quelque chose de toujours hyper doux amer dans la façon dont il filme ses rencontres très éphémères et qui, moi, me touche beaucoup et que j'ai aussi retrouvé dans ces documentaires-là. Juste rajouter une petite chose, il me semble que c'est l'inverse. Je crois que c'est Un pincement au cœur qui est un film de commande et pas Ce n'est qu'un au revoir. Ok, bon, alors Le Monde disait l'inverse. Bon, ils sont... Le monde s'est perdu. Voilà. Bon, on vous encourage quand même à aller découvrir Ce n'est qu'un au revoir pour déjà nous dire lequel des deux vous avez préféré. C'est pas du tout un match entre les deux, mais c'est assez intéressant. On a eu des débats, nous, effectivement, en off, de voir ce qui nous avait le plus touché entre les deux que vous venez de comprendre. Donc voilà, on vous encourage à aller découvrir Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque au cinéma. Et avant d'enchaîner sur notre focus, comme on va parler d'Émilie Dequesne, qui a beaucoup aussi évolué dans le cinéma belge, il me semble qu'on a un petit jeu. Bonsoir Émile. Bonsoir. C'est parti. J'adore que ce soit encore Laurent qui fasse circuler le micro dans la salle. Merci Laurent, mon comparse. Alors, on va faire donc un jeu en 2 parties autour du cinéma belge pour se mettre un petit peu dans le bain du plat pays. Et Elisabeth, tu laisses un peu le public répondre. Voilà. Promis. Alors non, mais alors on va établir une. Fois a été. J'ai pas vraiment de thème. Gênante pour tout le monde. On va établir une règle simple. Personne ici ne répond avant de voir si quelqu'un dans la salle a une réponse. Évidemment, levez la main et soyez pas timide. Même si c'est une mauvaise réponse, c'est pas grave. Moi, je dis tout le temps des bêtises dans le micro. Voilà, donc il y a un micro qui sera passé. Donc si vous avez une réponse, on joue pour la gloire. Alors, le premier jeu, je l'ai appelé Chercher le Belge. Voilà, tout simplement. Alors, je suis pas titreur, peut-être... à juste titre. Peut-être que tu devrais. Peut-être que c'est une reconversion possible. Alors, l'idée, c'est que je vais citer des films et il faut nommer l'actrice ou l'acteur belge qui se cache dans le film. Alors, on va commencer avec le film de Valérie Donzelli, L'amour et les forêts. Y a-t-il un acteur... Une main se lève très vite. J'ai l'impression qu'on avait quelqu'un qui était très, très réactif. Virginie Efira. Absolument, Bravo. Virginie Efira. Ce qui est l'occasion de rappeler qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs francophones qui sont belges. Et on a tendance parfois un petit peu à l'oublier. Comme les rappeurs. Voilà. Ils sont tous belges. C'est vrai, il y a beaucoup aussi de musiciens belges. Alors, on passe sur un tout autre registre. Testostéroné dans The Expendables. Y a-t-il un acteur ou une actrice belge? Une main se lève là-bas. Une main masculine dans le fond de la salle. C'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Bravo. Le JCVD qui est dans la tourmente. Oui. Exactement. Alors, on va vers un acteur culte. J'ai dévoilé que c'était un acteur. Un acteur belge qui serait dans OSS 117, Le Caire, Nid d'espion. Alors, c'est un acteur belge qui a fait beaucoup de cinéma. Beaucoup de cinéma, et pas que du cinéma. Pas que du cinéma. Pas que du cinéma. Ah, une main se lève. On a une main.
François Damiens. François Bravo. Damiens, C'est vrai. absolument, absolument. Alors là, on va aller un petit peu dans des choses un petit peu plus niches. Non pas que les films soient niches, mais peut-être que les rôles belges sont un peu plus discrets. Alors, un film qui se situe en Belgique, qui est Bon baiser de Bruges. Est-ce que vous voyez qui est l'acteur Ah, il y a une main qui s'est levée belge, tout de suite. wallon. Je signale que je précise que c'est un wallon. Oui. Je tente ma chance, Bouli Lanners. Alors non, c'était une bonne intuition, mais... On applaudit. mais Bravo. on peut applaudir cette intuition. On salue au passage Louis Lanners s'il nous écoute. Qu'on adore. Voilà, les géants étaient géniaux. Non, c'était... Non, donne un indice, on essaye de trouver. Alors, c'est un acteur plus jeune que Bouli Lanners, qui pour le coup est assez... on associe souvent au cinéma belge, et je pense qu'on va parler de lui un petit peu plus tard dans la soirée. Ah, non, j'ai pas. On sèche. On sèche. Alors, c'était Jérémy Régnier. Ah, mais Donc, oui. si vous revoyez Bon baiser de Bruges, vous verrez Jérémy Régnier. Et alors, le dernier, J'avais là, on oublié est qu'il était vraiment... belge en fait. Ouais, moi aussi. Ah ouais, Complètement, et ouais. alors, pour le coup, là, dans le dernier, on part vraiment dans des contrées assez improbables. Et on va même faire le tour du monde, puisque dans le tour du monde en 80 jours, version Jackie Chan et Owen Wilson... il y a Steve Coogan, non il y a aussi Steve Coogan. Et donc, on a un comédien et une comédienne belge, dont le nom, d'ailleurs, indique un autre pays. Ah, quelqu'un avait la main. Si quelqu'un avait la main en premier, on les a peut-être vus. une indication. Le temps que Laurent... Cécile de France. Cécile de France, Bravo. exactement. Voilà, qui était dans l'adaptation de Jules Verne, sauce Jackie Chan. Alors, on va faire un deuxième jeu. Encore une fois, je ne suis pas titreur, j'ai appelé ça Un Belge peut en cacher un autre. Encore une J'ai fois, hein, c'est très mélangé les pitchs de 2 films belges. Voilà. Et alors, je pense que ça salue vraiment la diversité du cinéma belge. C'est-à-dire qu'on a soit des comédies vraiment potaches, soit du drame social glauque à mourir. Donc voilà, j'ai combiné les deux et il faut donc nommer les 2 films. Alors, si vous avez qu'un seul des deux, évidemment, vous pouvez aussi lever la main, mais idéalement, essayez de deviner les 2 films que j'ai combinés. Premier, donc on a 2 films qui sont réunis. Cherchant à tout prix à échapper à la pauvreté, une jeune femme en quête d'emploi, on va le faire comme Julien Lepers. Si vous avez la réponse en cours de route, levez la main pour m'interrompre. Une jeune femme en quête d'emploi croise sur sa route 2 losers hauts en couleur, mais aussi le directeur des abattoirs d'Anderlecht et photographe amateur de chair fraîche, Non. un bébé manager vissé à son portable, une nymphette désœuvrée, une pauvre petite fille de riche, une institutrice qui préfère la schnouf au taf de multiplication, Non. ainsi qu'une commissaire de police fâchée avec les conjugaisons qui ponctuent ses phrases à coups de gros calibre. Ce mélange de pitch est genre indigne. C'est assez indigne. Est-ce que quelqu'un je a les suis 2 d'accord. films Est-ce ou en que tout cas quelqu'un- un film? Peut-être 50%. Moi, je crois que j'en ai un. Moi, j'en ai Alors. un de sûr aussi, mais le premier. Alors, Le premier, moi, le Ah bah, premier, moi, je- c'est Rosetta. le premier, c'est absolument Rosetta. Et le second, Voilà. c'est Dickeneck. Bah oui. Voilà, exactement. Roselec. Ah, je me dis- Voilà. Mais Rosetta Miss Dickeneck, c'est nous. Dickeetta. C'est ça, exactement. Bravo. Alors, dans le deuxième, pareil, on reste dans un mélange mi-figue, mi-concombre. Dans une ville où la survie est Arrêtez devenue avec un ça. combat quotidien. Une femme découvre que ses collègues ont décidé de sacrifier son emploi pour financer les activités d'un tueur en série, dont le documentaire fait sensation. Hmm. Alors qu'elle parcourt les rues pour convaincre chacun d'eux de changer d'avis, elle se retrouve face à face avec le criminel qui lui propose un choix moral déchirant entre sa vie et celle des autres. Waouh. Ah, là, une main se une main lève. s'est levée. Allez, un un demi-film. demi-film. Oui. C'est arrivé près de chez vous C'est Oui, arrivé près de le chez vous, deuxième. exactement. Bravo. Le film qui a lancé la carrière de Benoît Poelvoorde, c'est ça. Et le deuxième, alors... Le premier plutôt. Pardon, le premier, l'autre, oui. 3 jours, une nuit, non, enfin le truc avec Marion Cotillard. 2 jours, une Deux nuit, jours. exactement. Voilà. Et justement Des frères réalisé par les Dardenne. frères Dardenne. ouais. Voilà, c'est ça. Donc pareil, on est vraiment dans 2 registres très très éloignés. Alors, le dernier, je donne un indice. Un des 2 films est avec donc Émilie Dequesne. Dans un coin tranquille du plat pays, une mère célibataire dévouée à ses tâches ménagères voit sa vie bouleversée lorsqu'elle fait la connaissance d'un jeune professeur de philosophie venu enseigner dans le quartier. Alors qu'il tente d'initier des conversations profondes sur l'amour et la liberté, notre héroïne lutte pour équilibrer ses responsabilités quotidiennes et cette nouvelle connexion inattendue. 2 films belges, un classique et un plus récent. Alors, est-ce que Quelqu'un il y dans a la des salle idées dans la salle sur les 2 films belges en question? Moi, je suis complètement paumé depuis tout à l'heure. donc, je peux pas Faut vous que tu aider, révises les ton gars. cinéma belge. Pas seulement, mais. Donc, Et je crois que sinon Rita avait les 2. Alors, Ah. Moi j'en ai un, c'est Chantal Ackerman. C'est Ouais. Dillman. Adelman. Adelman. Jeanne Jeanne Dillman, Dillman, c'est ouais. ça, exactement. Jeanne De Dillman. Chantal Et l'autre, c'est pas. Vas-y. Valentin. C'est pas son genre. Pas son genre, exactement, pas son genre de Lucas Belvaux, voilà. Donc, félicitations à tout le monde, merci Eh ben, d'avoir bravo. participé à ce jeu. J'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas les films genre, tu sais, le Tout Nouveau Testament, etc. qui soient. Parce que Là, je on me est dis... vraiment très très niche. Là, Ah. c'est vraiment le haut du panier. Oui.
Bon bah écoutez, merci beaucoup. On va d'abord écouter notre jingle du Focus. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Et ce soir, donc vous l'aurez compris, on veut rendre hommage à Emily Dequesne qui est disparue récemment à travers la projection de Rosetta, qui est son premier film. Imen, on va peut-être commencer par se demander qui est Emily Dequesne. Qui est Emily Dequesne c'est une personne qui est née en 81 en Belgique, d'une famille un peu ouvrière, et son père était menuisier. Et très très vite, en fait, elle a commencé le théâtre puisqu'elle a commencé à 12 ans. Elle est rentrée dans ce qu'on appelle l'académie en Belgique, qui est un peu l'équivalent du conservatoire en France. Et elle a aussi rapidement rejoint une sorte de troupe de théâtre et passé des castings. C'était un peu une évidence pour elle qu'elle voulait devenir comédienne plus tard. Et il y a eu le casting de Rosetta qui est tombé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, Emily Dequesne disait d'elle-même en fait qu'elle passait son temps en rave et qu'elle était dans une sorte de féminité très exacerbée pour son âge, mini-jupe, talons, piercing à gogo, teinture, et que donc on l'a un peu poussée à passer ce casting, mais elle se disait qu'elle correspondait pas du tout au rôle. Et en fait, pour une raison assez folle, sur les 2000 jeunes femmes qui ont passé ce casting, les frères Dardenne ont projeté le personnage de Rosetta. Et elle était même pas majeure. Et elle était même pas majeure, donc complètement était mineure. On projetait ce personnage de Rosetta sur elle, et donc elle a été prise, et ce tournage, ça a été quelque chose d'assez dingue, parce que déjà on lui a demandé d'enlever un peu tous ses artifices. Elle a dû faire des mois d'observation en suivant des jeunes femmes issues de milieux précaires. Elle s'est retrouvée à l'usine pour justement avoir accès un peu à cette dureté-là, et ça a été un peu une révélation, mais pour elle, mais aussi pour le cinéma, puisque ce film a eu la Palme d'Or en 99 et qu'elle a eu un prix d'interprétation féminine à Cannes en 99, mais aussi la révélation féminine au César en 2000. Et du coup, suite à ça, en fait, c'est suivi une carrière assez impressionnante, puisque c'est plus de 30 films en seulement 26 ans de carrière, et notamment juste après, en fait, Rosetta, elle a joué dans Le Pacte des loups en 2001, et donc a aussi un peu propulsé sa carrière dans quelque chose d'un peu plus populaire. Comme on l'a dit, elle est décédée le 16 mars dernier. Il y a un film posthume qui va sortir en septembre qui s'appelle TKT de Solange Circurel. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'on va surtout évoquer un peu les rôles qui ont été marquants pour nous et ce qui faisait un peu cette espèce de patte d'Emily Dequesne qu'elle a réussi à imposer finalement au fil de sa filmographie. Alors, je me tourne peut-être vers toi, Valentin, mais aussi Yuri, pour évoquer effectivement le fait qu'Emily Dequesne, c'est quelqu'un qui a eu une carrière très multiple. Donc, on le disait, cinéma belge, cinéma français, mais aussi des incursions dans le cinéma populaire, une veine beaucoup plus sociale. Donc, voilà, elle était à cheval entre beaucoup de choses. Oui, en fait, je pense que c'est intéressant d'avoir rappelé cette œuvre un peu séminale que va être Rosetta, parce que peu d'acteurs démarrent comme ça leur carrière avec un prix d'interprétation, mais peu s'en remettent aussi après. Et elle a quand même une carrière très prolixe ensuite. Effectivement, c'est un peu étrange sa carrière quand on suit vraiment ce qu'elle a pu faire, parce qu'il y a à la fois des choses... déjà, elle a resté quand même fidèle en partie au cinéma belge, c'est-à-dire que si elle n'a pas retourné avec les Dardennes ensuite, elle a quand même été chez Bellevaux plusieurs fois, on en a parlé avec Pas son genre. Elle a été chez Joachim Lafosse aussi, avec À perdre la raison. Et puis elle a fini aussi côté flamand avec Lucas Dont dans Close il y a 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Et en parallèle, elle a effectivement fait grandir une carrière en France. On a parlé du Pacte des loups, qui est un peu le truc qui l'a lancé dans le cinéma grand public. Mais elle a vraiment essayé de se balader, je pense, dans sa carrière. Je trouve ça vraiment intéressant. Entre du cinéma d'auteur, on peut parler de La fille du RER, par exemple, d'André Téchiné, vers du cinéma aussi populaire. Et là, on peut citer Au revoir là-haut, où elle a aussi un rôle d'Albert Dupontel. Donc c'est vraiment intéressant. Et effectivement, tu le disais, il y a une variation vraiment des styles, dans le sens où elle a même été dans le téléfilm. On peut en citer 2, j'en ai vu un qui était vraiment particulièrement mauvais, qui s'appelle Avant qu'il ne soit trop tard, amusez-vous à le regarder, parce que c'est vraiment le... Parce qu'elle a fait mieux. Non, c'est vraiment parce qu'elle a fait mieux, mais en fait, déjà c'est la meilleure actrice d'assez loin de tout le film, mais surtout c'est une espèce de compilation des étoiles montantes du cinéma français d'alors, c'est-à-dire qu'on est au tout début des années 2000, et en fait on se rendra compte que très peu après auront fait carrière à part elle, donc c'est assez intéressant, mais à titre posthume presque. Et puis elle avait fini aussi dans La Consolation, qui était un téléfilm qui avait beaucoup fait parler sur les violences sexistes et sexuelles, qui était donc il y a 6 ou 7 ans. Ça rejoint un peu cette thématique aussi de prendre des rôles qui sont très engagés. Je parlais de La fille du RER, À perdre la raison, c'est des rôles qui sont très souvent sur des femmes dans des situations psychologiques complexes, et je pense qu'il y a quelque chose d'un engagement politique, et là encore on revient probablement à Rosetta, parce que c'est pas son extraction sociale qui explique cet attrait peut-être des thématiques sociales, mais je pense que cette expérience avec les Dardennes l'a beaucoup marqué, et je trouve que c'est un truc qui est
très prégnant dans sa manière de choisir ses rôles et de les incarner. Vous allez voir Rosetta, qui est un chef-d'œuvre absolu, je pense, dans sa radicalité, qui a été énormément singé ensuite, à la fois dans ses tics de mise en scène et dans sa direction d'acteur et son rôle. J'ai rarement vu une prestation d'actrice aussi impressionnante. Donc il y a une physicalité très forte, et ça explique encore, parce que disait Emmanuel, la préparation très longue du rôle, je pense. Mais par exemple, quand on parlait de Pas son genre tout à l'heure, Pas son genre, c'est un film vraiment intéressant parce que c'est un film qui a été marketé comme une comédie française sociologique, entre en gros l'histoire d'amour entre une coiffeuse à Arras et un prof de philosophie qui viendrait être implanté par les miracles des attributions de l'éducation nationale et qui serait obligé de venir travailler pendant 1 an et qui du coup vivrait à l'hôtel mais aurait cette histoire d'amour avec une coiffeuse. Et au-delà de la blague quasiment du scénario, il y a vraiment, elle crève totalement l'écran. C'est un film extrêmement surprenant parce qu'elle est exceptionnelle dedans. Ça tient là encore à sa physicalité, ça tient à une certaine incarnation de la féminité aussi, et une subtilité de jeu et de ton qui était, je pense, assez rare dans sa capacité à vraiment, encore une fois, tout le film pourrait être cringe et elle sauve un certain nombre de séquences par sa présence et par son interprétation. Et elle a eu un rôle extrêmement moteur, comme Belvaux l'expliquera ensuite, mais elle a un rôle extrêmement moteur dans l'écriture du film. Donc c'est pas très étonnant. De ce point de vue-là, c'est une actrice qui a vraiment beaucoup produit des faits très, très contradictoires à travers ses rôles, et c'est assez passionnant pour ça. Yuri ? Bah oui, et en effet, tu parlais des espèces de diptyques qu'elle a fait en 2 ans, à la fois donc Rosetta puis Le Pacte des loups, qui sont un peu des films qu'on ne peut pas imaginer être plus éloignés l'un de l'autre. Mais ce qui est assez intéressant justement quand on regarde sa filmographie, moi je voulais un peu plus élaborer là-dessus, c'est qu'elle a toujours navigué entre le cinéma d'auteur très pointu, très, tu vois, on a parlé de Joachim Lafosse, de Lucas Belvaux, des Frères Dardenne, enfin c'est quand même des films qui sont lourds à regarder, c'est pas des films faciles, et en même temps en effet des rôles extrêmement populaires comme dans Le Pacte des loups, ou dans des films d'action jusqu'à très récemment, un de ses derniers films qui s'appelle Survivre. Là pareil, qui est pas un film incroyable, loin de là, mais qui est une tentative française de faire un film catastrophe avec d'un coup vraiment les codes du film catastrophe, quelqu'un, enfin même post-apo survivaliste, enfin il y a un truc très physique là-dedans, et en effet elle est assez incroyable, elle porte ce film qui est à base d'effets spéciaux, enfin il y a quand même un truc qui est assez intéressant là-dedans. Et un autre film dans lequel je trouve qu'elle est assez passionnante, c'est Les Hommes du Feu de donc pas Pierre Salvadori, l'autre Pierre Jolivet, qui pareil est un rôle dans lequel elle a une présence physique à l'écran qui est assez impressionnante, et en tout cas voilà, moi ce que je retiens de tous ces films là, c'est qu'elle a réussi à naviguer, et de manière que je trouve assez impressionnante, des films qui n'étaient pas du tout du même acabit, et avec une sorte de naturel et de premier degré en fait. C'est-à-dire qu'il y a, quand on regarde, que ce soit Pas son genre, on regarde, enfin tu vois, le film avec Patrick Timsit qui est très, très mauvais, l'américain, en fait dans les 2 films elle est incroyablement premier degré, juste, alors que ce sont des films qui sont pour des publics très différents, de qualité cinématographique très différente. Et dans le cas du Pacte des loups, où là c'est à la fois un super vrai film de divertissement, et dans lequel, pareil, elle livre une prestation qui est assez exceptionnelle. Mais tu dis effectivement assez justement, elle fait partie de cette classe de comédiens-comédiennes qui sont jamais mauvais. Moi, je me souviens d'avoir vu le film de Marc Fitoussi, Maman à tort, et vraiment que en fait, sa prestation a sauvé le film. C'est-à-dire que je trouve pas le film particulièrement mauvais, mais disons que il me serait pas resté en mémoire, et elle m'a chopé, et pendant tout le film, je me disais mais en fait, cette fille n'est jamais mauvaise. On pourrait lui faire lire la liste des courses, ce serait toujours extrêmement bouleversant. Alban, toi, tu voulais nous parler d'une prestation en particulier. Oui, bien sûr. Bah oui, vas-y. Non, mais oui, moi, je suis moins expert que vous dans le Emily Dequesne Cinematic Universe, mais moi, je l'ai beaucoup aimé dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Je suis désolé, je parle du nez, mais j'ai pas encore éternué, donc... voilà, elle a interprété le rôle de Louise, qui était l'épouse sans spoiler, parce que je pense qu'on le sait assez tôt dans le film, trompée de Vincent McCain, et elle a un personnage qui est très bien écrit, mais elle l'incarne avec une immense délicatesse, une immense tendresse à la fois pour le personnage qui pourtant l'a trompée, pour le cinéaste, et elle porte vraiment le film, si bien que moi j'avais envie de voir qu'elle pendant que je regardais le film, qui est quand même plutôt long, qui dure plus de 2 heures. Et j'ai l'impression que la force qu'elle a en fait d'insuffler à ces personnages, je pense, une partie d'elle, parce que cette délicatesse, cette tendresse, cette bienveillance, c'est énormément c'est les hommages qu'on lui a fait en fait au moment où elle est décédée. Et je pense que c'est vraiment une partie d'elle-même qu'elle a insufflé dans ce personnage-là. Et ça m'a énormément touché. Et en fait, ça fait partie des performances qui restent en mémoire, où
y a des acteurs ou des actrices, quand ils vont incarner un rôle, on va se dire j'aimerais bien être comme eux. Moi, j'aurais bien aimé être comme Emily Duquesne dans ma vie de tous les jours, dans ce film-là. Et du coup, quand ça va pas trop ou que tu sais pas trop quoi faire, tu te dis qu'est-ce qu'elle aurait fait dans ce film Emily Duquesne, et là, ça va mieux. Donc, je pense que des personnages comme ça, c'est vraiment important, et surtout de l'incarner comme ça, c'est vraiment essentiel. Imen ? Moi, je pense que c'est une actrice que j'apprécie beaucoup, mais je sais pas, qu'on apprécie au fil des films. C'est que c'est pas évident tout de suite, mais quand on a un peu un regard rétrospectif sur la filmographie, on se dit ah oui, il y a vraiment quelque chose qui en sort. Et une prestation qui m'avait marqué, c'était Nous, je crois que c'est Lucas Bellevaux aussi, sur cette jeune femme qui se retrouve embrigadée par l'extrême droite à devoir représenter en fait, Chez nous, je crois que ça s'appelait. À représenter l'extrême droite dans sa commune. Et en fait, là, pareil, je trouve que il y a quelque chose en fait de tellement lumineux, de tellement brillant et humain qui en sort, que je trouve que comme tu le dis, en fait, elle peut jouer n'importe quoi, ça nous touche. Et donc son décès, j'avoue, moi c'est un peu la première fois qu'en fait un décès d'une personne célèbre m'a fait autant d'effets personnels, mais aussi certainement parce que dans les interviews que j'ai pu écouter d'elle, il y avait quelque chose de tellement humain et de juste. Et je me souviens que je travaillais pour un podcast, la personne qui faisait le podcast est allée chez elle m'a dit c'est fou, elle a une vie mais tellement simple, on dirait ma cousine qui vit à Biarritz. Et c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment le truc de la fille était quand même une star, mais qui a toujours eu ce truc de pied sur terre et de simplicité de vie qui, je trouve, se ressent en fait dans son cinéma et arrive à offrir des prestations hyper versatiles et extrêmement justes, où autant on peut projeter complètement quelque chose de très populaire, de très humain, de très juste, ce que beaucoup d'actrices en fait ne peuvent plus faire, je trouve, à cause de l'embourgeoisement qui est inhérent en fait au fait de faire partie du cinéma, et aussi des choses justement dans les choses qu'on dit et les choses qu'on fait où pour le coup c'est une bourgeoise, mais où pareil, genre elle nous touche, on y croit, c'est crédible, et donc il y a quelque chose qui est assez radieux en fait dans toute sa filmographie, et je trouve que même si en effet il y a des ratés, il y a des choses très belles, c'est chouette aussi de découvrir des films juste pour une actrice, et je pense que Emily Duquesne fait partie de ces actrices qui donnent envie de découvrir l'entièreté de sa filmographie juste pour la voir en fait vivre à l'écran. Bon, voilà, on a dit beaucoup de titres de films pendant ce focus, donc on vous encourage à rattraper peut-être ce que vous n'avez pas vu ou à en découvrir certains. Vous le comprendrez, c'est une comédienne qu'on va regretter dans le paysage du cinéma, mais on va regarder Rosetta juste après. On repart sur nos débats. On va rester dans le camp du documentaire. Alors je dis ça, on a parlé fiction, mais suite à ce n'est qu'un au revoir, cette fois-ci c'est le 5e plan de La Jetée de Dominique Cabrera, qui est disponible sur Arte pour le coup et pas au cinéma. Départ à destination de Rome. Vol Alitalia 333. Embarquement. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe. Bon, vous aurez reconnu la voix de Chris Marker qui est donc le réalisateur de La Jetée. Le 5e plan de La Jetée, le réalisateur résume le projet en disant que pendant l'exposition de Chris Marker à la Cinémathèque française, son cousin s'est reconnu dans le film La Jetée. Il se reconnaît de dos avec ses parents sur la terrasse d'Orly dans le 5e plan du film, et il se rend compte qu'en fait, il était le héros du film enfant. Et à partir, oui, tu voulais. C'est une femme, Dominique Cabrera. Oui, pardon. C'est une femme, Dominique Cabrera. Oui, mais c'est son cousin. C'est son cousin. Oui, non, ok, d'accord. Camoulox. J'étais persuadé que tu avais dit lui à un moment. J'ai dit lui. Non, je parlais du cousin. Okay. Mais Dominique Cabrera a reconnu donc son cousin. On réécoutera pour refaire le match et savoir qui avait tort. Dans le 5e plan donc du film. Et à partir de là, se dit que donc dans ce film de Chris Marker s'ouvre une partie de l'histoire de sa famille. Ces images à Orly, c'est leur arrivée d'Algérie en 1962. Alban, tu as revu, je sais, La Jetée donc de Chris Marker avant de voir le 5e plan de La Jetée. Après. Ouais. C'est toujours un chef-d'œuvre. Oui. Entièrement. Moi, c'est en fait ce pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film, c'est parce qu'il m'a donné envie de revoir tous les films de Chris Marker et découvrir ceux que j'avais pas vus. C'est pour ça que moi, le film m'a vraiment beaucoup plu à ce niveau-là. Ensuite, je suis d'accord, Dominique Cabrera, c'est une réalisatrice de documentaires qui est quand même assez importante, qui a fait beaucoup de choses, qui a tourné beaucoup à Marseille notamment, qui a filmé beaucoup les Dockers à Marseille. Et le film est présenté en même temps qu'il est sur Arte au Festival du Réel, là, actuellement. Et en fait, le film a un pitch vraiment incroyable, ce qui fait que tu viens de dire, Elisabeth, que son cousin se reconnaît à une projection du film à la Cinémathèque pendant l'exposition Chris Marker. Et en fait, je trouve que malheureusement, elle en fait pas grand-chose, c'est-à-dire que on aurait pu partir sur une vraie enquête familiale, sur vraiment tirer les ficelles, savoir ce qui se cache là-dessous, parce qu'en fait, elle fait des rapprochements après complètement dingues avec peut-être que l'acteur principal de La Jetée... Est-ce qu'on spoil ? Je suis pas sûr.
Non, t'as raison. Je pense qu'il vaut mieux. Bon. Donc en fait, elle a un matériau de dingue pour créer une histoire incroyable qui est en lien avec sa famille. Elle en fait pas grand-chose. Ce qui est dommage parce qu'en fait, le sujet était vraiment intéressant. L'autre versant du film, ça reste quand même aussi un hommage à Chris Marker et à ce qu'il a fait, à ses films, au Joli Mai, à Sans Soleil, etc. Moi, ça m'a pris parce que j'ai toujours eu une fascination un peu pour Chris Marker et je trouve qu'il est un peu fantomatique comme ça. Et le fait de renforcer cette image-là à travers ce film et de surjouer un petit peu cette image de mec complètement fantomatique, énigmatique, ça m'a remis dedans et ça m'a donné encore envie de voir les films de Chris Marker. Je trouve que voilà, le problème c'est que le film en plus élabore une sorte de dispositif qui se cherche tout au long du film. Il y a des interviews un peu longuettes de gens dont on sait pas vraiment qui c'est et c'est un microcosme un petit peu de personnalité du cinéma militant des années 70-80 où en fait nous on est censé reconnaître les gens parce qu'ils les appellent par leur prénom et au final quand au bout de 20 minutes ils parlent d'Hélène et que tu te rends compte que c'est Hélène Châtelain, bah en fait t'aurais bien aimé d'avoir un sous-titre au bout d'un moment. Ouais, surtout tu me dis Hélène Châtelain, je sais toujours pas qui c'est moi. Bah, Hélène Châtelain c'est celle qui incarne la femme dans La Jetée. Et... Ouais, moi j'ai rien à foutre ici, hein. C'est clair. C'était celle qui tournait beaucoup avec et qui a fait beaucoup de choses à La Parole Errante avec Armand Gatti. En fait c'est tout ce microcosme là, mais quand tu dis Armand Gatti déjà ça dit à personne, mais si tu dis Armand, enfin c'est encore plus obscur. Ça c'est un peu ce qui m'a gêné et donc du coup voilà, je trouve que le film est un peu renfermé sur lui-même par moment et c'est dommage parce qu'il y a une histoire de dingue à la base, quoi. Faut être docteur en cinéma pour tout capter? Non, pas forcément, non. Non. Imen, est-ce que tu rejoins Alban sur cet avis un peu en demi-teinte avec effectivement un hommage réussi mais un portrait familial un peu en dessous? Moi, je rejoins complètement Alban, si ce n'est que je suis pas demi-teinte. Vraiment, j'ai pas compris ce film parce que, comme tu l'as dit, je trouve que c'est beau, mais pour eux. Enfin, il y a un truc où c'est très beau pour eux. C'est chouette, en fait, de remobiliser des gens du passé, de venir parler de cette histoire. Je trouve qu'il y a des ponts qui sont intéressants. Le film, en fait, va aussi parler de toutes ces personnes qui ont dû quitter l'Algérie à l'indépendance et de cette espèce de violence, de déracinement, de déchirement qui est plutôt intéressant. Mais le problème, c'est que moi, personnellement, si j'ai regardé le film, c'est parce que, comme beaucoup, je pense, La Jetée, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un très grand film. Et donc, j'étais curieuse de voir comment ils allaient l'utiliser. Et en l'état, j'ai plus vu un prétexte, en fait, de prendre le film de Chris Marker avec cette histoire de son cousin se reconnaît qui est assez phénoménal. Mais le problème, c'est que je vais pas révéler non plus, comme on se l'est dit. Mais le problème, c'est que derrière, on va tirer que des choses de peut-être et de on-dit. Et donc, qui fait que, in fine, moi, j'ai l'impression d'avoir rien de palpable et d'avoir juste eu un dispositif que j'ai trouvé extrêmement mou et qui fait assez peur parce qu'en fait, quand on se rend compte au bout de 20 minutes qu'on va pas bouger de dispositif et que ça va juste être une alternance entre des gens qui parlent face à un ordinateur, c'est chiant. Enfin, en fait, je suis désolée, mais moi j'ai trouvé ça profondément embêtant et ennuyant, alors que je trouvais qu'il y avait une promesse qui était quand même assez chouette. Après, il y a des mini-choses qui sont intéressantes. Je trouve ça assez émouvant de voir toutes ces personnes très âgées maintenant, qui ont fait partie d'un ancien temps, qui font face avec émotion à des images, mais pareil, on comprend pas vraiment tous les enjeux. Et ce qui fait que, honnêtement, moi, je suis restée à côté, j'ai essayé de me rattacher à des mini-choses, à des mini-émotions, à des moments, mais globalement, j'ai trouvé ça très ennuyeux et je pense que si j'avais pas dû le regarder pour en parler là, je serais pas allée au bout, en fait. Du fait que ce soit sur Arte, que c'est sur un ordinateur, il y a, à tout moment, je pense que j'aurais lâché parce que, à nouveau, je trouve que quand bien même on est un peu cinéphile et qu'on aime le cinéma de Chris Marker et que potentiellement on est intéressé, ce qui était mon cas, par le cinéma de Dominique Herrera, il y a un truc où ça nous laisse quand même beaucoup à côté et donc je trouve ça assez inaccessible et à nouveau c'est un peu un kiff de réal soutenu par Arte pour tout ce que ça représente symboliquement, mais en l'état l'objet moi m'a pas spécialement intéressée. On passe une bonne semaine, cette semaine, vraiment, que des coups de cœur. Laurent, le cinquième plan de la Jetée, alors toi, c'est simple, tu penses que même La Jetée n'est pas un chef-d'œuvre. Donc à partir de là... J'ai découvert après le film, parce que je l'avais jamais vu. En fait, je pense que c'était un film qui était très avant-gardiste et que le problème de l'avant-garde, c'est que ça se démode très vite. Et que, en fait, je trouve qu'à regarder aujourd'hui, c'est un peu difficile. Les grandes phrases. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu... Bon, c'est littéralement un roman photo avec... C'est un roman photo, ouais. Avec des images que j'ai déjà vues ailleurs. Enfin, parce que, encore une fois, je l'avais pas vu à l'époque. Enfin, c'est difficile de juger. Moi non plus, je l'ai pas vu à l'époque. Tu étais né à l'époque. Non, quand même pas. Mais non, t'as connu Chris Marker. Vous avez beaucoup baroudé avec Armand. Je sais toujours pas qui c'est. Et non, mais je veux dire, il y a un truc où je pense qu'en effet, c'était brillant à l'époque. Aujourd'hui, je trouve que ça a vieilli, que c'est moins intéressant. C'est pas si intéressant que ça. Mais bon, ça reste un objet rigolo. Ça dure 28 minutes. C'est déjà plus agréable que le documentaire, qui en fait... On va se faire insulter, je pense. Moi, je suis d'accord avec Imen parce que en fait, ça marche pas et on s'ennuie parce que je pense que ça manque de travail, que c'est assez paresseux, en fait, en réalité, qu'elle vient filmer des gens qu'elle connaît, qui regardent des images et qui commentent, alors qu'il y avait matière à faire une enquête folle, en fait, et aller chercher des informations sur cette famille, des informations sur
aller en Algérie, voir où étaient ces gens, enfin faire un vrai travail d'enquête qui aurait en fait fait un documentaire très différent aussi. Donc c'est pour ça que je pense que ça n'a jamais été son projet à la base et que c'est difficile de juger les gens qui comment dire, qui font pas le projet qu'ils n'ont jamais prévu de faire. Donc bon, mais en l'occurrence, vu l'histoire, vu ce qu'il y a d'intéressant derrière, ça aurait mérité ce travail-là et je trouve ça dommage qu'elle le fasse pas. D'autant que finalement, toutes ces réactions de ces gens sur le travail de Chris Marker, moi, ça m'intéresse pas particulièrement. J'ai pas de fétichisation autour de Chris Marker. Je crois avoir vu un ou deux trucs, mais pas grand-chose. Et donc, du coup, c'est vrai que dans le fond, ça m'intéresse pas beaucoup. Alors que les sujets qu'il y a à creuser et que les trucs intéressants qu'il y a à raconter, ils sont pas racontés, ils sont pas creusés. Donc, je trouve ça quand même vachement dommage. Et je trouve que ce documentaire qui est présenté dans le cadre de La Lucarne pour Arte, qui est un truc très arty, très documentaire d'auteur, etc., en fait, est un peu imbu de lui-même et au final sert pas à grand-chose. Parce que oui, voilà, tu l'as dit, en fait, c'est Arte qui est content de financer Dominique Cabrera pour ce que ça évoque. Mais enfin, il y a malheureusement pas grand-chose. Et que c'est à réserver, je pense, aux fans très très hardcore de Chris Marker et de très très connoisseurs de cette époque-là. Parce que sinon, c'est très hermétique et globalement un peu chiant. Non, mais je trouve que t'abuses un peu. C'est pas un truc qui est réservé uniquement moi, je suis pas un grand connaisseur de Chris Marker ni de tout ce mouvement-là. Je trouve que précisément là où ça va. T'es juste docteur en cinéma, toi. Non, mais en fait, ça veut rien dire. Mais en fait, le truc, c'est que ça m'a donné envie de découvrir. Et je pense que c'est l'intérêt que je donne à ce film-là. C'est que, étant donné qu'il y a plein de trucs que je connais pas de Chris Marker et tout ce mouvement-là, je me suis dit, tiens, j'ai m'y réintéresser parce que c'est des gens auxquels, en fait, on entend moins parler aujourd'hui. Parce que déjà, c'est une porte d'entrée vers son cinéma aussi. Exactement. Et ensuite, je suis d'accord, en fait, sur tout l'aspect, en fait, du récit du film. Effectivement, c'est même pas un film où tu restes sur ta fin, c'est-à-dire que tu restes sur ton début. Il y a la promesse et en fait, elle n'en fait rien. Mais sinon, à part quelques interviews obscures, le film n'est pas complètement hermétique et non, je te trouve dur quand même. Moi, je le trouve plus ennuyeux qu'hermétique, je dois dire, parce que finalement, l'histoire est compréhensible. Mais bon, ça reste... le cinquième plan de lâcheté, qui est donc à réserver soit aux fans de Chris Marker, soit à ceux qui auraient envie d'avoir une porte d'entrée vers son cinéma, parce qu'on peut que vous encourager à le découvrir. On va changer radicalement d'ambiance pour débriefer la 3e saison de White Lotus. On spoilera pas, je préviens pour les gens qui n'ont pas terminé la saison, qui n'ont pas regardé, on le fera sans spoil, mais on donnera notre avis. On écoute la bande-annonce. At the end of the week, you will be an entirely different person. What happens in Thailand stays in Thailand. Amen. Amen. Our hotel. Donc cette 3e saison qui se déroule en Thaïlande, je vais pas revenir sur tous les portraits de personnages, évidemment la dysfonctionnelle famille Ratif, les 3 copines extrêmement toxiques, etc. Parce que si vous écoutez ce débrief, c'est que j'imagine que vous avez regardé la 3e saison. On sait aussi qui c'est qui est mort, mais on le révélera pas à l'antenne. Rita, je me souviens que tu avais été assez enthousiasmée par les premiers épisodes de cette saison. Arrivé à la fin, qu'est-ce qui reste ? J'avais été très enthousiasmée et tu avais prédit à ce moment-là un ventre vide, un ventre mou. Ventre vide, c'est moi parce qu'il est bientôt 21h et que j'ai faim. C'est hyper incluant pour nos auditeuristes en tout cas. Attends, on peut avoir faim à n'importe quelle heure de la journée. En tout cas, tu avais effectivement raison, il y a eu un ventre mou dans cette saison qui m'a... En fait, c'est pas tant un ventre mou, c'est des ventres mous dans chaque épisode, je trouve. Parce qu'en 1 heure d'épisode, je trouve qu'il y a beaucoup trop de plans d'estats, c'est-à-dire pour comprendre... De plans d'exposition. D'exposition de où est-ce qu'on est. Au bout d'un moment, je sais qu'on est au White Lotus en Thaïlande. Sur 55 minutes, j'ai pas besoin d'avoir 10 minutes de plans sur la Thaïlande et sur les singes. Et le problème... moi, j'aime beaucoup les singes. J'adore les singes, surtout ceux de cette série. Bah oui, surtout ceux de cette série. C'est Félix au montage, il va faire des trucs débiles avec ça. Mais je trouve qu'il y a un vrai problème j'aime trop les personnages qu'il a mis en place et c'est pour ça que j'ai adoré les 2 premiers épisodes parce qu'on a découvert cette galaxie de personnages qui, je trouve, est à la hauteur de ceux des saisons précédentes. Ils sont tous fous et on a hâte de les voir péter un câble. En fait, on a hâte de voir le trio d'amies blondes se prendre la tête. On a hâte de voir la famille complètement se désagréger à partir du moment où on comprend qu'ils vont avoir des problèmes financiers. Enfin, tous les personnages me plaisent, à part Mook, ça sert à rien. Mais vraiment, tous les personnages me plaisent. Mook qui travaille à l'hôtel, qui est joué par la Lisa, qui est une énorme méga star. Gaïtok, on peut aussi. Non, mais Gaïtok, au moins, c'est un mec incompétent à son travail. He's relatable. Genre, je comprends Mook, elle est juste exceptionnellement belle et elle a déjà ça pour elle. Oui, mais c'est un personnage hyper
hyper chiant et très en fait. Elle est vénale, moi je l'aime bien. Non mais en fait c'est le cas de beaucoup de personnages dans cette série. C'est pareil avec le personnage interprété par Jason Isaacs, donc le père, qui est que Timothy Ratliff, il est sur une seule corde sur toute la saison, c'est-à-dire qu'il ne change jamais tous les plans. En fait, il fait la tête et il est défoncé. Et le problème, c'est que je trouve ça très drôle, mais je pensais comment on le verrait. Il est de plus en plus monosyllabique quand même. En fait, je pensais qu'au bout d'un moment, tu vois, on le verrait vraiment, vu qu'il sait que c'est les moments où il décide qu'il va se tuer et tuer tout le monde. C'est pas un spoil, c'est vraiment dès le premier épisode, en fait, on le voit faire ça. Dès ce moment-là, moi, j'aurais voulu le voir à un moment dire, ok, je vais profiter de ma vie comme si c'était le dernier jour et tout, et péter un câble. On fait quoi aujourd'hui? On fait du jet ski et tout. Enfin, c'est excité et pas du tout. Et c'est un peu le cas pour. Mais non, mais je donne un exemple. Je suis pas. Non, mais j'allais dire, il a quand même, il trouve quasiment un peu une sorte de foi chelou pendant la saison. Ouais, mais en fait, il est sur le même registre quoi tiré. qu'il arrive, et les autres personnages aussi. Et je pense que, alors, il se trouve que la série est écrite exclusivement par Mike White. Il refuse d'avoir une room d'écriture, ce qui est très peu humble. Et par ailleurs, il a l'air odieux. Ouais. Et il y a beaucoup d'interviews si qui sortent en ce moment. Et en fait, moi, je m'en fous qu'il soit odieux s'il travaille bien, mais. Enfin, dans toute proportion gardée. Là, il a visuellement insulté son compositeur. Non, alors ça, c'est autre chose. Il a dit que les gens qui aimaient pas ça. Si vous voulez, on fait un after, on parle de. Juste Cristobal de comment, son compositeur? Cristobal Tapa de Verre. Qui est un génie absolu. Complètement, mais qui a l'air très chiant aussi, c'est pas la question. Et il a dit que les gens qui aimaient pas sa série, c'était des cons aussi. Donc, je suis d'accord, s'il veut dire ça, il dit ce qu'il veut. Tant que c'est pas. Bon, passons. En tout cas, sur ces épisodes-là, la conclusion, j'ai quand même trouvé le dernier épisode extrêmement fun et agréable à regarder. Pour moi, White Lotus, c'est une série complètement débile, mais très intelligente parce qu'elle prend tous les codes de la télé-réalité. En fait, Mike White, c'est un fan, comme on le disait dans notre épisode sur les 2 premiers épisodes, c'est un fan de Survivor, qui est Koh-Lanta américain. C'est un fan de mettre des gens dans des situations extrêmes et voir comment ils s'en sortent et d'écrire des dialogues. Pour le coup, je trouve que ces dialogues sont toujours autant à la hauteur. On a des Parker Posey qui dit des trucs... Ah, mais c'est la reine de la saison, Parker Posey. Taïwan, bref. Et je juste pour ça, voilà, juste pour ça, j'ai quand même apprécié la série et chaque semaine, j'étais ravie de retrouver ce rendez-vous et je suis contente qu'on revienne entre ça, Severance, The Pitt, à des formats de série où les gens viennent chaque semaine et on en discute et je trouve qu'il y a un vrai build-up chaque semaine et on discute pas. Pardon, c'est vrai que je parle depuis 10 minutes en fait. mais en tout cas, je la défends parce que je sais qu'elle va se faire défoncer par mes camarades juste après. Mais je trouve qu'il faut juste que Mike White peut-être soit un peu plus humble, si je peux me permettre de lui donner des conseils, et qu'il s'entoure dans sa writer's room. Je finirai sur un truc, le personnage du fils de... Lequel? Du fils, Zion. Voilà, Zion, le fils de un Belinda. superbe prénom. Le fils de Belinda, en fait, c'est un personnage. Et là, tu vois que Mike White ne s'est pas entouré d'autrices et d'auteurs noirs ou juste pas blancs, parce qu'en fait, il parle vraiment comme si dans une série française, il y avait un personnage, ça existe, un personnage maghrébin qui serait juste en mode wesh mec, c'est hyper cool, on va faire du bise ensemble, wesh, tu vois. Enfin, c'est vraiment écrit sur ce registre je d'anglais. meurs de cringe en fait. Ben, moi, je mourrais de cringe en face à comment est-ce qu'il t'as écrit ces dialogues-là, et je pense que tout le monde mérite mieux. Bon, Alban, you're not a Buddhist. Je fais trop bien. Je me suis entraîné. Moi, je suis un peu partagé parce que j'ai quand même l'impression que tu dis qu'il y a du ventre mou dans chaque épisode. Non, il y a un ventre mou de 6 épisodes et même si c'est relevé, en fait, tu peux voir la série, la saison, pardon, en regardant le premier et le dernier, parce qu'il y a très peu de personnages qui évoluent. Oh, la Full Moon Party quand même. Non, mais en fait, c'est marrant, mais ça apporte rien à l'histoire quasiment. C'est des choses que tu avais déjà devinées dans le premier épisode, c'est juste plus cringe et ça appuie là où ça fait mal. Mais sinon, en fait, je pense honnêtement, sans mentir, que si demain je regarde le premier et le dernier, j'ai compris tout ce qui s'est passé Oui, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et donc, du coup, c'est vraiment dommage en fait de faire avancer une histoire sur 8 épisodes sans que aucun des personnages ne bouge d'un iota. C'est-à-dire que Charlotte Lebon, le personnage qu'elle incarne, restera le même jusqu'à la fin de la série. C'est pareil pour le père de famille, ce qui est encore plus choquant à l'écran. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, tu dis qu'il a une sorte de foi. Moi, à part dans les antidépresseurs et l'alcool, je vois pas où j'ai loupé ce moment. Ah bah si, quand il va dans le temple bouddhiste et qu'il rencontre le moine. Ah ouais, tu vois, j'ai oublié. Mais enfin, le temple bouddhiste, j'ai pas oublié par ailleurs. Mais en fait, voilà, c'est juste que je comprends pas pourquoi Mike White a fait 8 épisodes enfin 6 fois le même épisode et n'a pas, je sais pas, signé une série de 3 épisodes en se disant on va approfondir certaines choses qui ont été complètement évincées pendant quasiment la totalité de la série. Et pourtant, il a dit qu'il avait dû réduire drastiquement la durée de ses épisodes parce qu'il avait écrit beaucoup plus. Je me demande un peu. Je veux les voir, quoi. Ouais. Mais moi, je pense que c'est un peu le nouveau Terrence Malick.
Imen, toi, je crois qu'elle t'a carrément mis en colère cette saison 3. Ouais, ça m'a irritée parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se fout de la gueule des spectateurs et que moi, j'étais là, j'étais au rendez-vous tous les lundis comme une débile à me dire enfin, il va peut-être passer quelque chose. Et ben non. Et donc, en fait, là, tu dis, ok, ça fait 1 heure que je regarde du vide et le fait qu'ils aient fermé, mais genre quasi tous les épisodes sur le père de famille en PLS, les yeux dans le vide, j'étais en mode, mais il y a un moment donné où il faut avancer, soit tu te tues, soit tu fais quelque chose. Et en fait, ça m'a vraiment irritée parce que, comme tu l'as dit, on sait qui est mort à la fin. Mais c'est qu'en fait, il y a vraiment maintenant cette idée parce que forcément, c'est la 3e saison et j'en parlais avec mes amis de oui, on attend de voir qui va mourir. En fait, et on fait des paris épisode par on fait épisode. des paris, mais je regarde pas une série pour ça. Enfin, je me tape pas 8 heures de série pour juste attendre de voir qui va die à la fin. Et surtout qu'en fait, il meurt, c'est ridicule. Enfin, en fait, on arrive à un peu raté pour le coup. On s'en fout. Enfin, on s'en fout en fait de qui meurt. Et du coup, ça fait que pour moi, il se passe pas grand chose. C'est que je comprends. C'est hyper séduisant. Enfin, la série est hyper séduisante. Il a compris comment est-ce que ça pouvait fonctionner. Les personnages, tu le disais, Rita. En effet, ils sont un peu tarés, mais moi, je les trouvais quasiment pas suffisamment. En fait, c'est qu'à part Parker Posey, qui en effet est le highlight de cette série et que j'ai adoré suivre, les autres, moi, m'ont assez ennuyé. Donc quand même, juste les passages à Bangkok, c'est peut-être avec Sam Rockwell. Avec Sam Rockwell, tu sauves pas ça non plus. Mais non, parce que pour moi, ça c'est vraiment brillant, genre. Moi, c'est les 3 copines toxiques. Moi, je sauve son écriture, comme tu l'as dit, c'est brillant en fait d'écriture, de dialogue, mais en fait toute la mise en situation, je l'ai trouvée tirée par les cheveux, assez anecdotique par moment, et donc moi j'ai vraiment ressenti en fait un agacement au fur et à mesure. Et en effet, je trouve qu'il y a un truc du coup de fame et de hype, mais quasiment je trouve qu'on se sent comme quand t'as 10 ans que tes parents veulent pas que tu regardes Secret Story et que tous les enfants dans la cour de récré ont regardé ça. C'est que t'es obligé de regarder ça parce que c'est à la bouche de tout le monde, ce qui est cool parce que ça fédère et que ça marche, mais à la fois je trouve qu'on nous brasse de l'air comme ça pendant 8 heures pour pas grand chose. Donc moi j'avoue que j'étais hyper déçue, surtout en comparaison de la saison 2 que j'avais trouvé mais brillantissime. Pour moi c'est la pire là-dessus. Ah ouais, moi je suis seule au monde. On va pas refaire ce débat. C'est pas le débat. En fait, j'ai trouvé ça génial parce que déjà, pour moi, il y a un vrai problème aussi dans cette saison-là, c'est que les personnages secondaires, donc à savoir les personnages du resort, ne servent à rien. Ils sont tous plus cons les uns que les autres. Ils ont rien à jouer. Alors que dans la saison en Italie, au moins, je sais pas, ils avaient des trames, il y avait un truc qui se passait. Et du coup, je trouve non mais oui, ça c'était hilarant. Là, du coup, je sais pas, il y a un truc que j'ai trouvé hyper frustrant et franchement chiant en fait. Et en même temps, on sera tous de retour pour la saison 4. Bah bien sûr, c'est pour ça. Non mais c'est ça qui est horrible, c'est qu'il nous a, c'est le capitalisme de la série, ça me saoule. Mais on était contente aussi de découvrir le fils Schwarzenegger en saxonne, personnage assez terriblement insupportable. Eh bien, c'est l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Alors, il nous reste assez peu de temps, mais Imen et Valentin, vous avez quand même envie de nous recommander des choses à voir. Imen, c'est un documentaire que tu as retrouvé sur une plateforme, je crois que c'est Netflix. Tout à fait, c'est un documentaire que j'ai vu lors d'une unique projection l'année dernière et qui a été diffusé sur Netflix, mais je ne sais pas quand parce que c'est sorti complètement en catimini. Ça s'appelle Doctors, comme tu l'as dit, et c'est une co-réalisation entre Nathalie Ray et Angela Patton. Et en fait, on suit sur plusieurs années des petites filles dont les pères sont incarcérés. Et donc, l'espace-temps en fait du film, c'est qu'il va y avoir une sorte de bal pour que ces filles puissent entrer dans l'espace de la prison et passer un temps privilégié avec leur père en dehors des barreaux. Un bal dans le sens d'enfant. Ouais, dans le sens un bal d'enfant, ouais, complètement, à l'intérieur de la prison. Moi, c'est un film que j'avais trouvé profondément bouleversant parce que très intelligent, avec un regard que j'ai trouvé sublime, à hauteur d'enfant. Et donc, en fait, on voit concrètement comment est-ce que ça marque les trajectoires de ces gamines d'avoir des pères incarcérés, comment aussi c'est difficile pour les mères qui doivent tout assumer du jour au lendemain. Et on a aussi des espèces d'incursions à l'intérieur de la prison, puisque ces pères, pour pouvoir faire partie de ce bal, doivent suivre un peu des sortes de cours de parentalité. Et donc, on part dans beaucoup de pères qui, d'un coup, deviennent extrêmement sensibles, se livrent justement sur tous ces enjeux-là. C'est aussi un film qui ne représente que des personnes afro-américaines, et donc qui vient parler aussi politiquement de comment ces gens se sont retrouvés là, du système en fait du pays. Voilà, c'est un documentaire que j'ai trouvé sublime, qui m'avait bouleversée, énormément émue, et que je vous recommande, surtout que là c'est en accès libre sur Netflix. Et Valentin, toi, je sais que ton top 1, de quelle année d'ailleurs L'année dernière, il n'était pas top 1, il était top 2, je crois. Top 2. Le film de Wang Bing, Jeunesse, c'était quoi C'était Jeunesse quoi C'était Printemps. C'était le Printemps. Le Printemps, le premier volume, et cette fois-ci, c'est Jeunesse, les tourments. Exactement, ouais. C'est un peu le retour du Cristiano Ronaldo du documentaire Fleuve. Combien d'heures cette fois-ci 3h45. Alors, non, mais sachant qu'en fait, c'est un documentaire unique qu'il a coupé en 3 parties. Mais donc, en fait, c'est le même film. Donc du coup spoiler, la nouvelle édition c'est un peu du même tonneau que la première. J'ai vu à peu près la moitié, pour être honnête, j'ai pas tout vu parce que c'était quand même compliqué. C'est un documentaire
Mais tu vas le finir. C'était Oui, pour je vais avant totalement l'émission finir. que t'as pas eu le temps. Voilà, mais exactement. racontons aux gens. Juste pour m'assurer que c'était pas devenu un cartoon. Bon, c'est pas le cas, effectivement. Bon, ça se passe toujours à Zili, qui est donc du coup, selon les médias officiels chinois, un bourg charmant de la province du Hebei, qui en pratique est en fait une des plateformes de production des vêtements textiles Shein et Uniqlo. Donc c'est une immersion dans vraiment le lumpen prolétariat chinois. Donc c'est terrifiant. C'est sur des jeunes du coup qui ont entre 16 et 22, 23 ans, qui ont des problèmes de gamins, donc qui en fait du coup se chamaillent, se draguent, ont des soucis d'argent. Là, effectivement, le deuxième épisode s'annonce un poil plus sombre parce que certains se battent, enfin c'est un peu plus compliqué, mais surtout ça vaut pour les méthodes de documentaire, c'est-à-dire que c'est une espèce de caméra, une espèce de tête chercheuse qui vient en permanence vraiment les saisir dans les méandres de cette cité dortoir qui est vraiment absolument immonde. C'est épuisant. Alors du coup, effectivement, c'est une expérience de cinéma qui est un peu intense. Je pense qu'il faut le voir en salle le temps que c'est en salle, parce que ça ne restera pas très longtemps à mon avis, mais ça vaut le coup de s'immerger pendant 3-4 heures, parce qu'après effectivement, comme je sais, j'ai réécouté la chronique qu'on avait faite il y a un an, et effectivement ça invite quand même à réfléchir avant de cliquer sur valider le panier quand même, parce que tout ce qui se produit, dans les manières dont ça se produit, c'est quand même très très loin de toute forme d'humanité, quoi. Et le 3e sort en juillet en salle. Et ben on reviendra sur les 3, je pense, au moment de la sortie du 3e. Et le 3 qui dure 2h30. Oh, mais c'est le plus court, ils sont de plus en plus courts. Merci Wang Bing. Avant de terminer l'émission, eh bien c'est l'heure de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Cette semaine, carte blanche à Rita, qui nous parle du cinéma à Casablanca. C'est ça. Quand on vit dans une ville cinéma comme Paris, on n'a jamais fini de découvrir les films qui subliment, s'inspirent et s'effraient même de la ville. À part New York, c'est peut-être la ville qu'on a le plus filmé et rendu personnage. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre ville cinéma un peu insoupçonnée. Il se trouve que j'y ai grandi et que je me suis souvent demandé pourquoi on filmait tant Los Angeles, mais jamais vraiment Casablanca. Alors voici une petite liste évidemment non exhaustive, mais assez diversifiée, de 7 films qui se passent à Casablanca. Oh, il faut que tu me regardes, Yuri. Je commence par l'évidence, à savoir tous les films, souvent d'action, qui se passent à Casablanca et montrent une ville tout droit sortie des Mille et une nuits. J'avoue que mon préféré du sous-genre, c'est Mission Impossible Rogue Nation de Christopher McQuarrie, dont vous pouvez entendre la sublime BO actuellement. Mais passons vite, ce n'est pas ce qui nous intéresse, même si ces films au filtre orangé et à la musique, qui sent les vacances au Club Med, sont pléthores malheureusement. Passons donc et allons vers la légende du cinéma mondial, qui n'a évidemment pas du tout été tournée au Maroc. On fait ce qu'on peut. C'est bien le direct. You must remember this. A kiss is still a kiss. Grosse réaction dans la salle, c'était évidemment Casablanca de Michael Curtis, qui est un de mes films préférés de tous les temps et je ne suis clairement pas la seule. Tourné en 1941 dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale et puis de toutes les façons, c'est un film de studio, donc tourné à Los Angeles et pas à Casablanca, mais finalement pas si insensé d'un point de vue historique et géographique, même plutôt cohérent dans son imaginaire de la ville pendant la guerre. En vérité, c'est plutôt évidemment Ingrid Bergman et Humphrey Bogart qui nous emportent dans leur histoire. Et même si Casablanca joue un rôle central dans leur amour, on sent bien que c'est plutôt Paris leur point d'ancrage, plus pour eux que la métropole marocaine. Soit, je continue mes recherches pour du cinéma qui parle de la ville et fais un détour par un pastiche sorti dans la foulée du chef-d'œuvre de Curtis, Une nuit à Casablanca des frères Marx. Alors là, on a un exemple de ce que la parodie peut faire de mieux avec un film idiot et hilarant, mais clairement, on s'éloigne de notre sujet parce que cette comédie loufoque n'a évidemment de proximité avec la ville que son titre. Logique alors qu'on se tourne enfin vers le cinéma marocain finalement, et tout d'abord avec du cinéma du réel, à savoir des documentaires, en particulier des documentaires des années 70 et 80. On a d'abord de quelques événements sans signification, un documentaire de Mustapha Derkaoui. L'équipe du film, qui sont des jeunes Casablancais avec des envies de révolution et de cinéma, se balade dans les rues de la ville en 1973 et demande aux jeunes Casablancais qu'ils croisent ce qu'ils pensent du cinéma marocain. السينما المغربية يجب أن تكون ملتزمة وأنها خصها تعبر على مشاكل الجماهير الكادحة. Je vous traduis parce que je pense que sinon j'ai perdu tout le monde. Le cinéma marocain devrait traiter des vrais problèmes, c'est-à-dire les problèmes de la classe ouvrière. Coiffure années 70, jean, panafricanisme et lutte des classes, c'est un documentaire absolument fascinant sur une période de lutte sociale dans le pays où les jeunes tentent un virage démocratique vers la gauche et surtout vers les autres pays qu'on appelait alors du tiers-monde et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que plus personne ne sait comment les appeler. Un vrai bijou du cinéma mondial, restauré il y a quelques années et à voir absolument. Dans Trans,
Ahmed El-Manouni, qui est un film qui a été réalisé par Ahmed El-Manouni, mais restauré récemment par la fondation de Martin Scorsese. On suit le groupe que Scorsese, justement, qualifie des Rolling Stones marocains, Nas El Riwan, groupe qui débute dans les rues de Casablanca et conquit le pays à des échelles de superstars. Si vous êtes friand de documentaires qui filment les foules en délire, dans des espaces parfois confinés, parfois aussi vastes que la ville entière, où la musique met en transe et provoque des questionnements religieux et philosophiques, où les membres d'un groupe comprennent que leur musique a transcendé leur existence à eux et qu'ils vont devoir composer avec cette nouvelle réalité qui les dépasse, tout en restant amis et créatifs. Trans est le film pour vous. Pour finir dans le documentaire, la grande Isa Genini a réalisé sa carrière de cinéaste, dédié sa carrière de cinéaste, a filmé les cultures marocaines dans leur diversité, en particulier les cultures amazighes et juives, et elle a aussi grandement contribué à restaurer le patrimoine cinématographique du pays et du continent, à exporter les œuvres pour qu'elles circulent en Afrique et ne se cantonnent pas à toucher les Occidentaux seulement. Elle continue encore à faire ça aujourd'hui et on la remercie beaucoup. Pour finir, mes deux chouchous, deux films qui pourraient se regarder en diptyque complémentaires. Attends, moi je prends le bus tous les jours pour aller au lycée. Et toi tu fais la paresseuse pour 50 mètres à pied. Ah, ça va, Asma. Le bus c'est bondé, en plus ça pue quoi. Oh, madame n'aime pas ce mélange. C'est un extrait du film Maroc de Leila Marakchi et les personnages que vous venez d'entendre sont en terminale au lycée français de Casablanca où la haute bourgeoisie marocaine scolarise ses enfants. Ce film est sorti en 2004, se passe en 97 et ces personnages sont certes attachants mais complètement hors sol comme vous l'avez entendu, détachés du reste du pays et même souvent dédaigneux de celles et ceux qui ne vivent pas comme eux, pas avec eux. Ces personnages ne pourraient jamais croiser, enfin plutôt ils pourraient croiser mais jamais considérer les personnages du film Casa Negra de Nordine Lahmari, film dont le titre joue sur l'oxymore constant de la ville blanche qui renferme tant de noirceur. Ces deux films se complètent, je le disais, parce qu'on pourrait terminer Casa Negra sur cette scène de fin de journée qui semble annoncer un recommencement perpétuel de la vie de nos deux héros, et enchaîner avec l'ouverture de Maroc sur deux jeunes garçons qui nous rappellent les deux mecs de Casa Negra en train de vendre à la sauvette des cigarettes devant la boîte de nuit où se rendent Rita, Yuri et les autres, héros de Maroc, toute ressemblance avec personne dans la pièce, bien sûr fortuite. Deux mondes qui se croisent, se frôlent, se toisent, se jugent, mais ne discutent pas vraiment. Un peu triste de finir sur ça, j'en ai conscience, mais il y a des réalités qui ne se contestent pas, et j'espère que cette carte blanche vous aura donné envie de découvrir le cinéma casablancais, marocain, et ses nuances, pour peut-être mieux connaître et comprendre cette ville insensée, pleine de paradoxes et assurément cinématographique. Eh ben merci Rita, c'est la fin de cette édition de La Perche est dans le cadre. On vous remercie, vous qui nous avez écoutés dans la salle et vous qui nous écoutez en replay, et on vous laisse découvrir Rosetta, le chef-d'œuvre des frères Dardenne.